apprendre, ça permet de rester en vie. Je pense que les gens ils doivent être sincères vis-à-vis de ce qu'ils font et pas aller chercher à avoir des beaux commentaires, des likes. La musique, elle a continué, elle s'arrête jamais. Dans un café, tout le monde y passe et chacun s'y retrouve. Je suis Alexis Imeros et j'adore découvrir ces bars, ces cafés où il fait bon prendre la boisson de son choix pour admirer le temps qui passe. J'ai demandé à des personnalités de m'inviter à partager leurs zincs préférés pour prendre avec elles un café au comptoir. Un café au comptoir. Un café au comptoir. Mon invité du jour a quitté son pays, le Brésil, pour la France au premier jour de l'été en 2006. S'il n'y avait pas grand-chose à cette époque dans sa valise, elle y avait réservé une place de choix pour sa foi inébranlable dans les dieux bienveillants de la musique. Pour autant, la voie du succès n'est jamais toute tracée, telle une autoroute, et c'est dans le métro parisien que la chanteuse dont je dresse le portrait a poussé ses premières vocalises. C'est donc d'abord dans les rames bruyantes de la RATP que la jeune carioca a entonné des bossas avant de rejoindre l'atmosphère plus feutrée d'un cabaret parisien où elle a chanté de longues nuits en perfectionnant son apprentissage du français ainsi que celui de la guitare. C'est là aussi qu'elle rencontre Victor Wagweinman, le producteur-réalisateur qui l'a aidé à créer les premières maquettes qui ont préfiguré l'album de ses débuts, Bossa Muffin, sorti en 2011. Son style, qui tient à la fois du reggae, du raga, de la bossa, de la salsa, a vite enchanté les festivals où sa voix du nord-est brésilien séduit tous les publics. 5 albums plus tard, la plus parisienne des chanteuses brésiliennes peut s'enorgueillir d'un répertoire qui, sous ses arrangements ensoleillés, aborde cependant les nuages et les orages qui ont traversé sa vie. Celle dont la mère maquillait les travestis dans les cabarets de Rio de Janeiro n'a jamais oublié ses origines modestes. Ses chansons racontent une jeunesse où rien n'était jamais acquis, mais aussi la maladie de sa mère très tôt disparue, comme les conditions de vie difficiles de son père, Docker, mais aussi son irréductible envie de chanter, et ce depuis toujours. Artiste engagée, elle a milité contre les idées d'extrême droite de Bolsonaro et s'est toujours attachée à tenter de faire changer les mentalités racistes dans son pays natal comme dans celui qu'elle a choisi d'honorer de sa présence, la France. Son dernier opus, Jenga, dont le titre évoque le jeu de jambes de la capoeira, est donc un mix musical fantastique qui offre un voyage parmi toutes les influences musicales du Sud, cumbia, funk brésilien, soul, reggae et amapiano africain. Exploitant les thèmes de la reconstruction, du courage et de la résilience, c'est un album nostalgique que la chanteuse nous livre pour convoquer tout ce qui compte à ses yeux, de la condition de la femme dans son pays d'origine à l'amour qu'elle célèbre dans ses mélodies. Et c'est pour en savoir un peu plus sur ce qui l'inspire au quotidien que j'ai retrouvé cette autrice, compositrice, interprète dans le 5e arrondissement de Paris, au café-restaurant Bon Vivant, pour prendre avec elle un café au comptoir. Bon dia, Flávia Coelho. Bom dia. Bon dia. Tudo bom? Tudo bem? Legal. Ça va être en portugais alors finalement. J'essaye. Mais c'est pas facile. Ça va, tu t'en sors très bien, bravo. Qu'est-ce que ça fait finalement d'entendre à chaque fois plein de clichés sur la musique brésilienne quand on essaye de défaire les clichés sur la musique brésilienne? Ça me dérange pas du tout en fait. Je crois que c'est grâce à ce cliché-là que les gens ils finissent par voyager pour constater sur place si c'est vrai ou faux. Par exemple, quand je vivais au Brésil, on me disait beaucoup que les Français n'aimaient pas se doucher, quoi, ou qu'ils faisaient des kilomètres avec une baguette sous le bras, et plein d'autres histoires. Donc, je pense que le cliché fait partie de la vie d'imaginaire des uns des autres. Je pense que comme toujours, comme tout dans la vie, il ne faut pas trop exagérer, quoi. Est-ce qu'on peut en jouer quelquefois dans la musique de certains clichés? Complètement. Moi, je pense que on part de là un peu de jouer avec ces clichés-là, je pense. Parce que parfois, les clichés, ils restent quand même très didactiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on finalement, le cliché devient attirant. Ça veut dire que la personne elle vient par quelque chose qu'elle est sûre que ça existe seulement ça, et après elle découvre beaucoup d'autres, et d'un coup le cliché ça devient une porte d'apprentissage pour quelque chose de nouveau. Vous savez, je ne me limite pas du tout au fait que nous ne sommes pas tous des grands curieux de la vie. Je pense que chaque personne a son moment pour découvrir chaque chose, et les clichés ils sont là justement pour que les gens ils apprennent, ils voient une première fois, ils ont a priori sur quelque chose, et après si ça leur plaît, ils vont essayer de chercher plus loin. Comment ça se passe en musique dans la création d'une chanson? Est-ce que à la base on part d'un rythme, on part d'une mélodie, on part d'un accord de guitare? Est-ce que cette façon de composer, quelle qu'elle soit, elle a évolué avec le temps?
Elle évolue avec le temps. Je pense qu'on devient moins dur avec soi-même. C'est ce que j'essaye de faire au fur et à mesure des années, et surtout avec Ginga, là, par exemple. Avec Ginga, j'ai pensé ce disque comme l'écriture d'un roman. C'est-à-dire que j'ai voulu d'abord créer un plan avec des bouts de mélodie, justement, des bouts de guitare. Je voulais beaucoup travailler autour de la musique classique parce que c'est un répertoire que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai passé 1 an et demi à écouter beaucoup de musique classique, beaucoup de concertos pour piano, beaucoup des grands auteurs, des grands compositeurs, Beethoven, Mozart, Chopin, Dvorak, Rachmaninoff, tout ça. Et beaucoup de musique classique de mon enfance, de musique brésilienne, des choses que j'ai revisitées, mon enfance, mon adolescence, années 90. Là, vous me demandez comment ça se fait, pourquoi s'éloigner tant, en fait. Parce que finalement, tous les deux univers ont créé des énormes tubes, des énormes chansons qui ont resté dans l'imaginaire des gens pendant longues années, qui restent encore, et des chansons ou des pièces qui durent dans la longueur assez plus de temps que les chansons d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une pièce joue en radio, un morceau, pop, à l'occurrence, et dure 2 minutes 50, 3 minutes, parfois même beaucoup moins que ça. Alors que ces chansons que j'ai écoutées dans mon enfance, traditionnelles brésiliennes, plus les chansons classiques sur le répertoire, c'est des chansons qui durent 6 minutes, 7 minutes, qui ont des intros, des altros, 3e couplet, 4e. Ça donne le temps d'éveiller certaines émotions que je trouve que nous l'avons un peu perdu avec le rétrécissement des titres de musique aujourd'hui. Donc pour Ginga, j'ai pris un peu de tout ça que vous venez de dire, un peu de guitare, un peu de mélodie, un peu d'idées. J'ai tout écrit, j'ai tout repassé sur un dictaphone. J'ai gardé ça pendant 1 an et demi. Et ensuite, nous sommes allés au studio avec Victor Vague et on n'a pas arrêté. Ça veut dire que comme dans l'écriture d'un roman, je ne voulais pas arrêter l'histoire. Je voulais la commencer et la finir dans un minimum de temps possible et pas étaler en fait le disque. Parce que mon premier disque, j'ai pris 4 ans. Le 2e disque, j'étais en pleine tournée, donc je faisais la tournée et le disque en même temps. Pareil pour les autres. Celui-là, j'avais un tout petit peu plus de temps pour justement d'abord bien le construire dans ma tête pour ensuite l'enregistrer. Est-ce qu'on a cette pression du single quand on enregistre un album? Est-ce qu'on a cette pression de se dire « Ah, faut penser aux radios, faut penser au festival, faut penser à quelque chose qui va entraîner les foules ». Là, cette fois-ci, je n'ai pas du tout pensé justement au format radio. Ce qui est vrai, c'est que les morceaux, les morceaux qui durent, par exemple, 4 minutes 30, je peux extirper la partie qui est le cœur du morceau et finalement, il dure le temps qui est stipulé en radio. Mais je pense bien, oui, comment je veux reproduire ces titres en live. Parce que pour moi, il est important que les titres changent vraiment de l'écoute qui est phonographique à celle qu'on amène au concert. Parce que la musique vivante, elle a fait honneur à son nom, elle est vivante. Donc elle bouge à chaque fois, à chaque concert, au fil des émotions des uns des autres, déjà des mes musiciens qui sont sur scène avec moi, de notre état d'émotion, de fatigue parfois, aussi le public, la météo. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui changent, qui existent dans le spectacle vivant en fait. Et donc oui, il y a cette pensée-là. Là pour Ginga, j'ai voulu faire un disque avec un peu moins de BPM, mais avec plus de mélodies. Je pensais vraiment à des comptines, vraiment à des choses simples à retenir. Mais lorsqu'on allait en live, je voulais justement rajouter quelques points de plus pour que l'énergie là, soit là et après créer d'autres thèmes. Parce que le produit phonographique, c'est quelque chose qu'on marque dans la pierre comme ça, mais après la musique elle a continué, elle ne s'arrête jamais. Cet album, il est à la fois avec des influences plus anciennes, des influences des années 70, 80, 90. Tout à fait. Et en même temps, il y a des sons très électroniques. Ouais, parce que ce n'est pas... Très actuel. Hein. Merci. En fait, j'étais vraiment... on a beaucoup réfléchi sur le fait que je ne voulais surtout pas un disque qui sonne ancien, ni un disque de boomer. Parce que je ne suis pas là pour dire que c'était mieux avant. Je pense que la période dans laquelle on vit, elle est extraordinaire.
il y a juste que j'ai voulu faire lors de l'écoute. Donc, il y a eu, en effet, pour ça, cette envie de travailler vraiment dans un espace de temps court, mais intense, pour ne pas perdre cette énergie qui appartient au monde d'aujourd'hui. Donc, les influences des synthés, des claviers, des manières de jouer certains instruments à la guitare est en effet issue de ces années-là, de mon adolescence, 90-2000, mais l'énergie, elle appartient à cette époque-là, laquelle on vit maintenant. Moi, je pensais vraiment au rythme inspiré de l'Afrique d'aujourd'hui, l'amapiano, par exemple, Ouais. qui est un style musical, mais absolument pas connu en France, en tout cas, et qui est pourtant absolument pas dans le cliché afro. Ce sont des basses qui résonnent énormément, qui vont vraiment prendre au corps, des nappes synthétiques. C'est assez puissant, et on reconnaît ça dans l'album. On pourrait dire que c'est très frais. C'est important de prendre ces influences-là. Alors, l'amapiano, en effet, c'est très jeune. Je mettrais entre guillemets ici en Europe, mais c'est un style qui existe déjà depuis maintes années, qui est le petit, on va dire que c'est l'enfant de l'afrobeats, parce que c'est plus ou moins le même départ rythmique. C'est juste que voilà, on enlève quelques points et on enlève aussi beaucoup de bruitages, de thèmes qui existent dans l'afrobeats. C'est un son que j'en ai découvert d'abord en Afrique du Sud et à Mozambique, deux pays que j'ai beaucoup fréquentés et que j'ai même commencé à écrire mon album précédent à Mozambique. Et ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple que ça de le faire, parce que c'est en effet quelque chose qui est différent des musiques qu'on a l'habitude d'écouter ici en Europe, comme les sonorités de l'Afrique de l'Ouest, Congo, etc. Là, on est vraiment dans la corne de l'Afrique. C'est plus tribal. Les basses, ce ne sont pas des vraies basses. C'est moins joyeux d'ailleurs. Ouais, c'est plus down. Et là, on n'est même pas encore dans l'Afro House. L'Afro House, c'est quelque chose d'encore plus down. Il y a même tout avec ce boom-boom qui tape dans le cœur. Ça fait beaucoup penser à la musique électro-berlinoise profonde, minimaliste. Donc voilà, à nouveau, on parle de l'Afrique qui est pour moi un des plus grands continents du monde entier. Et c'est le berceau de l'humanité dans tous les sens, et musique et créativité. Vous voyez, on arrive à faire le lien entre la musique, l'afro-minimaliste profonde de l'Afrique du Sud et celle tout en haut de Berlin qui fait nuit à 15h du soir, quoi. Vous racontez ça dans vos paroles également, le fait d'appartenir à quelque chose, à une communauté, à une sororité également. C'est pas un peu frustrant parfois de chanter des paroles qui ont énormément de sens face à un public qui quelquefois vient juste là parce que c'est dansant, c'est sympa, et puis en fait il ne va pas comprendre l'essence même de votre message? Ça m'a déjà été j'ai déjà été frustrée par le passé, mais ça a duré, je pense, que très très peu de temps. Parce que finalement, les gens qui aiment beaucoup ce que je fais, ils vont aller le chercher. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Que d'écrire des choses qui aient du vrai sens déjà pour moi, parce que c'est moi qui va les défendre tous les jours. C'est moi qui vais aller face au miroir, face au public pour chanter ça. Donc pour donner mon cœur, donner mon ventre là-dessus, il faut que je croie à ces mots-là et que je m'adresse toujours aux 220 millions de personnes qu'il y a dans mon pays, parce que cette langue, c'est ma manière de m'exprimer. Et je pense que ça passe beaucoup plus de vérité même si, malgré le fait que je chante dans une autre langue, la justesse des mots, elle résonne chez l'autre. Peu importe ce qu'on me dit, à partir du moment qu'il y a du sens, même si la personne ne comprend pas, je suis persuadée que ça résonne, quand ce sont des vrais mots, des vraies paroles, des vrais textes. Donc, ouais, j'en ai eu un tout petit peu, mais vraiment au tout début, où je me suis même posé la question, est-ce qu'il ne faut pas que je travaille encore un peu pour peut-être écrire une chanson en français? Et ça est venu beaucoup plus tard, en fait. D'abord, j'ai interprété une chanson en français et j'ai écrit en français ma première chanson, à l'occurrence là, Jenga. Donc, 10 ans après, au 5e album, et en plus, j'ai mis la chanson tout au fond. C'est vrai, c'est le dernier titre. Ouais, dernier titre. Moi, je me suis aperçu de ça en écrivant votre portrait. C'est qu'il y a ce personnage de cette femme, et même de cette fille plus jeune, qui était étrangère en son propre pays.
Et finalement, c'est comme si vous emportiez toujours cela, comme si vous n'apparteniez finalement à aucun pays, en essayant de vous détacher du Brésil, même vous en gardez la langue, mais en prenant des sons venus de partout, venus de plein d'ailleurs au pluriel. Ça va faire sûrement un peu cliché, parce que c'est le mot qui sort de plus depuis le début de cette interview entre nous. Mais je suis un peu une éponge, je crois. J'ai été obligée à devenir une éponge. Je pense que du fait déjà par les conseils de ma mère qui, avec ce métier, on vadrouillait beaucoup, on déménageait beaucoup. J'étais pas souvent dans les mêmes écoles. Parfois, je changeais d'école 3 fois par an. Et je pense que ma mère, elle avait déjà une idée qu'elle allait partir très tôt. Et très tôt, elle nous a inculqué en tête, dans la tête de ses enfants, qu'il fallait tout apprendre. Il fallait tout ce qu'on ne savait pas faire, on demander de l'aide, apprendre à faire tout ce qui était à portée de main. D'abord, avant qu'elle parte, elle m'avait dit, c'est important, si tu peux apprendre à parler d'autres langues, ça peut être merveilleux parce que tu t'en sortiras comme ça. Donc, et je pense que c'était comme ça toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai ce besoin d'explorer, d'écouter, d'être vraiment attentif à tout ce qui se passe, de noter. C'est une curiosité qui me mange et qui me donne et que c'est elle qui me donne envie de me lever tous les matins. Et je pense que c'est elle aussi qui a pris la décision, à l'âge de 14 ans, que je devrais être musicienne. Parce que c'était par le biais de la musique que j'allais pouvoir m'épanouir de tout ça. Là où je vivais au Brésil, être curieux, parfois ça dérangeait parce qu'il fallait qu'on reste quand même dans ce cercle très enfermé de faire l'école, ne quitter la maison qu'une fois mariée et de préférence très jeune. Assez traditionnaliste. Très traditionnaliste. Là, au Brésil, ça reste quand même un pays très patriarcal. Dieu merci, il y a eu beaucoup de changements, mais ça reste quand même comme ça. Donc, cette période-là, je suis quand même grandi dans un moment de transition entre la dictature et la démocratie qui arrivait au pays. Donc, avec un papa très dur qui a grandi au nord-est du pays, cette éducation qui parfois nous bouffe un peu. Donc, moi, ma manière de m'en sortir de tout ça, c'était ma curiosité, voilà. Et elle, tout de suite, est arrivée dans ma musique. Et elle n'arrêtait pas de grandir. Et c'est ce que j'essaie de faire encore. Je suis toujours en train de chercher. Alors justement, c'est quoi la dernière chose que vous avez appris ? La dernière chose que j'avais appris, je l'ai appris hier soir avec Stefan Zweig en lisant Amerigo. C'est un livre d'où il parle justement, il casse cette idée que c'est Amerigo Vespucci qui a découvert l'Amérique. Au Brésil, on sait depuis toujours que c'est Christophe Colomb, mais il y a toujours ce truc-là. Donc voilà, en lisant Zweig hier, j'ai appris qu'en effet, Amerigo, il n'a rien fait. Il était, voilà, juste une histoire de malentendu dans tout ça. Je vais me renseigner. On va faire un vrai ou faux, Flavia Coelho. Allez. Vrai ou faux, vous étiez déjà venu à Paris en 2002 avec un groupe brésilien. Vrai, je suis venue à Paris en 2002 avec un groupe brésilien, un groupe de carnaval. Je pense qu'on était 200 artistes. Vous imaginez 200 Brésiliens dans un avion qui débarquent à Paris. Donc, j'imagine dans l'avion. Ah non, mais cet avion, je pense qu'on a même joué au foot dans l'avion. En fait, on faisait une mini-tournée de carnaval brésilien. Et nous avons fait un énorme spectacle au château de Versailles. Je pense qu'il y avait des princes, des princesses, des gens comme ça. Et j'ai été habillée avec une espèce de vêtements de baiana incroyable, énorme. J'étais toute petite dans un gros vêtement. Et j'ai chanté de vieux morceaux de carnaval brésilien. Voilà, c'était ma première rencontre avec Paris. C'était là où je me suis dit, si un jour je fais un album, c'est ici que je vais revenir. Et c'est ce que je fais 4 ans après, en 2006. Génial. Vrai ou faux, vous avez été chanteuse de métal? Vrai. Au pays, on chante de tout. Le Brésil est très métal. Il ne faut pas oublier que des groupes comme Sepultura, Angra viennent du Brésil, quoi. Donc, on a tous chanté un peu. Après, bon, métal, il y a métal et métal. Hein. Je ne faisais pas le... Je faisais plutôt des trucs plus... Be your mind and stay. Mais en fait, elle est très rock, Flavia Coelho. Grave. Vrai ou faux, votre mère vous mettait un seau sur la tête quand vous chantiez? Très vrai. En fait, c'est pourquoi? C'est pour que j'écoute ma voix, pour la reverb, en fait. Donc, on avait un vieux seau en acier, ces vieux seaux comme on voit dans les films, qui est un peu cabossé et tout ça, assez grand. Elle me mettait sous la tête, elle disait, maintenant tu marches dans la maison et tu chantes.
Et je pense que c'était mon premier cours de chant. Et on entend les résonances comme Et ça. j'entendais la résonance, elle faisait elle disait dis maman, maman, maman. Un phaser, en fait. Tout à fait, voilà, j'avais un delay naturel. Vrai ou faux, vos cheveux, pour vous, c'est un symbole politique. Ouais, c'est compliqué de les changer. Bah, déjà parce qu'au départ, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence à me faire lisser les cheveux pour me faire accepter. Même parfois de mettre des choses hyper dangereuses, me brûler le crâne pour être belle, pour être acceptée, pour être aimée, pour avoir des petits copains, pour se faire draguer, tout ça. Hein. Et c'était ici en France que je me suis débarrassée de ça. C'est en arrivant ici que j'ai découvert ma beauté. C'est par le regard des gens d'ici que je peux me débarrasser de cette douleur, quoi. Parce qu'on n'imagine pas tant cela vu de France, que le cheveu peut être stigmatisant. Complètement. Aujourd'hui, à nouveau, je me répète, le Brésil a beaucoup changé, a beaucoup évolué, surtout sur les transitions capillaires. Mais à mon époque, c'est dur de dire ça. Ça fait vraiment vrai boomer. Hein. Je suis désolée. C'est terrible, en plus, vous êtes plus jeune que moi. Donc. Ah, c'était très boomer, ça. Mais quand j'étais ado, on va dire ça plutôt comme ça, ouais. C'était pas bien d'avoir les cheveux comme ça, ouais. Les gens, ils disaient clairement, rentre chez toi, va te brosser les cheveux. Ah ouais, ils disaient clairement, ils te regardaient bizarrement. Jusqu'encore là, quand j'allais au Brésil, je sais pas, en 2014, 2015, j'ai passé deux jours avec mes cheveux naturels. Après, j'étais obligée de me lisser, quoi. Pour arrêter de me faire rappeler à l'attention d'aller me brosser les cheveux. Ils sont très beaux, vos cheveux. Merci beaucoup. Vrai ou faux, vous avez quitté le Brésil pour fuir la violence. Il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il y a du vrai, du fait que quand je suis venue en 2002, justement en France, c'était assez fort, cette histoire de pouvoir marcher sans regarder partout, de pouvoir porter ses affaires, même si j'avais rien. Mais au Brésil, on n'a pas besoin d'avoir grand chose pour se faire agresser, pour se faire voler, etc. On se fait tuer pour des baskets, on se fait exécuter par un échange de regards. Donc, j'ai eu malheureusement une histoire assez dure avec un ami. Qui a souffert une histoire terrible avec la police locale du pays. Et ça m'a vraiment traumatisée. Donc, c'est là où j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête. Donc, encore une fois, l'idée de venir à Paris, ça me travaillait en tête parce que c'est pas que je pensais que j'allais être la prochaine, mais on ne sait pas quand ça peut nous arriver en fait au pays. C'est partout, c'est en claquement des doigts, on n'est plus là, quoi. Musicalement, ça nourrit cette peur de la violence? Malheureusement, oui. Parce que je pense que c'est ça l'histoire des rappeurs. Hein. C'est ça l'histoire des grands cancioneros traditionnels. C'est ça l'histoire de musiciens des narcos au Mexique. La violence, elle est dans toutes les formes. Elle est physique, elle est sociale, avoir faim, c'est une forme de violence. On est pensé qu'à s'en sortir sans arrêt, c'est une forme de violence. Donc, je pense je me suis débarrassée de toutes ces violences-là. Et il y en a eu d'autres qui ont pris la place. Mais aujourd'hui, je peux parler d'autres formes de violence qui sont moins dures que les précédentes. Mais tous les deux sont incomparables. On ne va quand même pas comparer la violence des mots avec celle des coups, par exemple. Vous êtes arrivé en France au début des années 2010. Et en fait, la France n'est pas un pays exempt de violence. Elle est là au quotidien, un peu partout. On la voit encore aujourd'hui avec toutes les dissensions politiques qu'on peut ressentir. Est-ce que vous sentez que l'artiste a comme une responsabilité de mettre des mots et des musiques pour exprimer les sentiments de tout le monde par rapport à la violence de la vie? Je suis quelqu'un je pense que tout est politique, en fait. Donc, même si on chante une chanson sur un ticket de métro qui avait un côté d'euro et qui maintenant coûte 2,20 et que ma chérie ne peut plus me rendre visite à cause de ces 20 centimes, c'est de la politique. Donc, je pense que c'est la manière de voir et de décrire cette politique-là qui doit être respectée en fonction de chacun.
personne n'est obligé de monter dans l'estrade et faire ce que faisaient, je sais pas, des grands chanteurs dans les années 68. Ce ne sont pas les mêmes contextes. Aujourd'hui, chacun a sa manière de faire. Et je pense que les gens ils doivent être sincères vis-à-vis de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont, et pas aller chercher à avoir des beaux commentaires, des likes, d'appréciation qui finalement ne changeront pas les idées. Voilà. Mais vous prenez la parole, excusez-moi de vous couper, mais vous prenez la parole dans des chansons par rapport... Il y a cette chanson sur les femmes qui est dans votre dernier album. Tout à fait. Et vous portez cette voix-là, ouais, je le prends, une voix de contestation, d'affirmation. Oui, mais je le fais parce que c'est un rapport direct avec mon histoire de vie. Pendant moins d'années, je fais partie de la minorité. Et aujourd'hui, nous sommes dans un beau café Paris 5e. Je ne peux plus dire ça, mais je suis issue de cette minorité-là. J'ai fait partie de ceux qui ont été dominés, j'ai fait partie de ceux qui ont été discriminés, d'où parce que je venais des quartiers, parce que j'ai fréquenté des favelas, parce que toute ma famille est du nord-est du Brésil, bref. Donc j'ai vécu tout ça et quand on vit tout ça, quand on voit tout ça, on a quand même si j'ai vidé mes valises, pour ma petite valise mentale pour venir vivre en France, il y avait quand même beaucoup de bagages qui est venu par la suite m'accompagner. Parce que c'est entre autres grâce ou à cause de ce bagage-là que j'ai écrit et que mes engagements, ils sont là dedans. Parce que je ne peux pas m'en passer d'écrire ces choses-là. Elles font partie de mon histoire de vie, de 26 ans de vie quand même. Je ne suis pas arrivée en France à l'âge de 6 ans. Je suis arrivée ici, une femme adulte, à presque 30 ans. Donc, où j'avais vécu plusieurs vies, un peu partout dans mon pays. Voilà, grandi malheureusement sans ma maman. Bref, cet engagement-là, je le prends parce que c'est ma manière de parler. Je veux... Qui n'est pas antiraciste aujourd'hui, qui n'est pas féministe aujourd'hui, même si la personne... Plein de monde. Oui, mais cette personne-là qui s'est dit ne pas être féministe, là, on est vraiment dans un problème de vocabulaire, parce que si on va faire quelque chose contre sa maman ou contre une de ses sœurs ou une de ses tantes, ça va le faire mal. Donc, cette personne-là, elle va aller revendiquer le droit qu'il y a quelqu'un qui s'est fait mal, qu'il y a quelqu'un qui s'est fait agresser. Donc, vous voyez, il y a une espèce de voilement de face, parce que les gens, ils ne veulent pas accepter que oui, il y a des féminicides tout le temps, il y a de la transphobie, il y a du racisme. C'est juste que les gens ils disent qu'il y a certaines personnes qui vont contre ces discours-là, tout simplement parce qu'ils se disent que c'est à la mode et qu'ils vont contre ça. Mais c'est les mêmes qui vont contre aussi apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Vous savez, c'est des gens qui mettent des barrières pour se mettre des barrières. C'est une question de génération? C'est une question de génération, bien sûr. Tout est une question de génération. Là, je suis née en 80, des 80 à 90, il y en a une, des 90 à 2000, il y en a une. Et je pense qu'il faut essayer d'apprendre, d'apprendre le vocabulaire, de s'adapter. C'est ce que j'essaye de faire quand je continue à parler de ces thèmes-là, en fait. C'est pour que les jeunes ne pensent pas que Flavia est juste le soleil, bien sûr que je suis un soleil et je fais tout pour entretenir mon soleil, mais ma manière d'entretenir mon soleil, c'est que ceux des autres aussi, ils soient bien, quoi, ils soient brillants, rayonnants. Sans nuage. Sans nuage de préférence. C'est quoi l'étape d'après? Alors ça là, il y a cet album qui vient de sortir, Ginga. Donc j'ai lu d'ailleurs que c'est la démarche d'un brigand, quelque chose comme ça, ouais, et puis le truc de la capoeira. C'est une manière de ça, faire, hein. c'est une manière de faire. Quand on dit de quelqu'un qui a la ginga, ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait régler des choses, qui a ce petit truc en plus, un peu malin, qui sait bouger les lignes, quoi, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous vous dites, ok, j'ai fait 5 albums et je me repose encore un peu enfin, parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même assez hyperactive, ou est-ce qu'à un moment vous dites, bon, je fais une pause tranquille, on va voir, je fais que du festival Il y a tellement de choses que j'ai encore envie d'apprendre à faire, que j'ai envie de découvrir. J'ai pu m'épanouir, c'est merveilleux de pouvoir m'épanouir, de vivre de mon rêve musical, d'avoir fait des disques, d'avoir trouvé des partenaires, parce qu'on ne fait rien tout seul.
Quand je parle les partenaires, c'est mon producteur de spectacles qui me permet de tourner avec une équipe. Le label, Victor Vague, qui est mon producteur depuis plus de 10 ans maintenant. Mon batteur, plus de 10 ans. J'ai un batteur de 72 ans. Ouais, j'ai vu. Il a une qui touch. qui a une touch qui est incroyable. Maintenant, j'ai un guitariste brésilien aussi qui est avec nous, qui a joué dans l'équipe. Donc, m'arrêter, musique, peut-être je peux faire quelque chose d'autre. En fait, j'ai envie d'apprendre à faire d'autres choses. Là, en musique, je me suis mise à apprendre à jouer du trombone depuis la fin de l'année dernière, plutôt début de l'année, là. Et donc, je m'étais mis dans la tête que je voulais jouer 4 notes sur scène. Parfois, c'est une catastrophe. Parfois, ça se passe très bien. Mais voilà, je pense qu'apprendre quoi que ce soit, ça permet de rester en vie, de laisser circuler cette énergie à l'intérieur de nous qui ne s'affaisse pas, quoi, qui ne doit pas s'affaisser. Et c'est ça mon travail pour les prochaines années. On est dans un café, parce que ce podcast s'appelle Un café au comptoir. On est dans un super endroit d'ailleurs, qui s'appelle Les Bons Vivants. Et j'avais envie de vous poser 3 questions sur l'univers du café. Attention, c'est des questions en rapport évidemment un peu avec vos origines. À l'origine, d'où vient le café brésilien ? À l'origine, j'ai envie de dire brésilien. il vient de la Guyane. La Guyane avait offert au Brésil 3 plants de café. Wow. Et ça s'est développé de façon assez incroyable, parce que c'est un des premiers producteurs de café. J'ai une deuxième question, un truc qui est... alors vous connaissez la caipirinha, Ouais, bien sûr. bien sûr. Mais pourquoi a-t-on inventé, dans les années 20, la caipirinha ? Oh là là, vous me posez Car il des y a une cols. raison. C'est quoi la raison ? C'était un remède contre la fièvre espagnole. Non, je ne rigole pas. C'est pas vrai. Donc c'est toujours un remède. C'était un remède contre la fièvre espagnole. Alors évidemment, on mettait 2 citrons verts entiers, du sucre de canne, de la cachaça, mais également on rajoutait du miel et de l'ail. Ah oui. Ça devait être vraiment dégueulasse. Ah, mais vous savez qu'on boit ça jusqu'aujourd'hui au Brésil. Avec de l'ail. Avec de l'ail, avec des miels, bien sûr. Ouais. C'est un très très bon sirop contre la grippe. C'est un truc de grand-mère au pays. J'ai bu ça toute mon enfance et jusqu'aujourd'hui je le bois. C'est très très bon. Mais en effet, là, si on raconte comme ça peut être aussi un petit punch. Parce que donc ça veut dire que mes tantes me donnaient des petits punch quand j'avais 10 ans, quoi. Alors, merci tata. Finalement, ça vous a bien réussi. Ça va bien réussi. Merci beaucoup Flavia Coelho pour cette interview. Je rappelle votre album qui s'appelle Ginga, qui est un album formidable sur lequel évidemment vous allez retrouver tout le soleil, mais tous les jolis nuages que vous avez envie d'évoquer à travers les paroles. Des dates prochainement ? Alors, beaucoup de dates, beaucoup de concerts, mais la date la plus grande là de 2025, ça va être l'Olympia de Paris, le 12 mars 2025. Et je suis partout là cet automne. C'est génial, l'Olympia, il y a un côté symbolique, mais... Carrément, ouais, ça va être mon retour à l'Olympia. Je l'ai fait une première fois en 2015, je pense. Et voilà, 10 ans après, back to the road. Merci beaucoup, muito obrigado. Obrigada a você. Et au revoir. Até a próxima. Vous avez écouté Un café au comptoir. Petit mot habituel de chaque fin de podcast, allez sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles, c'est encore mieux. Et puis surtout, laissez-nous un petit mot pour expliquer comment c'était bien ce podcast, comment vous l'avez aimé. Vous mettez n'importe quel pseudo, on s'en fout. En tout cas, nous, ça nous offre de la visibilité. Allez partager ce podcast avec vos amis, vos collègues, votre famille, allez, qui vous voulez. En tout cas, merci d'être ici et à très 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 bientôt pour un nouveau café au comptoir.